Salut tout le monde, après une semaine de pause pour aller visiter un peu Nagoya, c'est le retour du petit journal du Japon. Si le journal vous a manqué la semaine dernière et que vous êtes content de retrouver ce petit tour de l'actualité japonaise comme chaque dimanche, eh bien faites péter les clics sur le bouton j'aime ou sur le bouton merci qui est quelque part par là pour me soutenir et pour m'encourager à continuer. Alors avant de vous raconter un peu ce qui se passe ici, et pour ceux que ça intéresse, eh bien sachez que mon voyage à Nagoya était vraiment super sympa et on a passé notamment une journée d'anthologie à Legoland. Franchement, si vous connaissez pas ce parc, c'est terrible. J'ai déjà mis quelques photos sur Instagram et je compte bien vous en montrer un peu plus dans une vidéo bientôt sur la chaîne. En attendant, aujourd'hui je vais déjà vous parler de l'augmentation du salaire horaire minimum qui a été annoncée il y a quelques jours. On verra pourquoi il y a eu cette hausse, on verra comment elle a été décidée et surtout on verra combien ça va faire en plus. On continuera ce journal avec le Covid qui pourrait bientôt être mis au même niveau que la grippe au Japon. Voilà, je vous expliquerai ce que ça changerait et aussi pourquoi je pense que ça serait vraiment un grand pas en avant vers une réouverture prochaine des frontières. Et on terminera ce petit tour de l'actualité avec l'exécution d'un condamné à mort qui a eu lieu fin juillet et ce sera l'occasion pour moi de vous dire quelques mots sur la peine de mort au Japon. On commence donc aujourd'hui avec une toute petite bonne nouvelle pour certains travailleurs japonais, puisqu'il y a quelques jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, un comité du ministère du Travail, composé de représentants des syndicats et de représentants du patronat, a proposé une augmentation du salaire horaire minimum. En fait, ce comité se réunit chaque année pour fixer l'objectif de hausse du salaire minimum, et cette année, le montant de l'augmentation était particulièrement attendu, parce que, comme vous le savez, les prix ont beaucoup augmenté ici depuis quelques mois. Alors au départ des négociations, les deux parties étaient déjà d'accord sur le fait qu'il fallait vraiment augmenter le salaire minimum. Mais ils ont quand même dû discuter pendant plus de 7 heures pour arriver à une décision et finalement à un montant record. Alors attention, même si c'est un montant record, ça fait pas rêver grand monde, puisque l'augmentation visée est seulement de 31 yens, ce qui fait 3,3% en plus, et ça amènerait le salaire horaire minimum à 961 yens. Pour vous faire une idée, au taux d'aujourd'hui, ça fait 22 centimes d'euros en plus, et un salaire horaire minimum de 7,09 €. Donc il n'y a vraiment pas de quoi sauter au plafond non plus. Au passage, en France, le SMIC horaire net, c'est 8,76 €. Alors maintenant que ce comité s'est mis d'accord sur ce montant, c'est pas fini, le salaire ne va pas augmenter tout de suite. Puisqu'avant ça, il y a d'autres comités dans chaque préfecture du pays qui vont décider de l'augmentation locale. Et au final, ça se verra seulement sur les fiches de paye en octobre. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, le salaire minimum varie d'une préfecture à l'autre. Et par exemple, c'est déjà 1041 yens par heure à Tokyo, mais dans les préfectures de Kochi, qui est située au sud de l'île de Shikoku, ou dans la préfecture d'Okinawa, c'est seulement 820 yens de l'heure. Alors je vous ai déjà dit plusieurs fois que les salaires au Japon stagnaient depuis longtemps. Mais il y a quand même eu une augmentation très légère, 4 années d'affilée entre 2016 et 2020, puis ça s'est arrêté pendant un an à cause de la pandémie évidemment, et depuis l'an dernier c'est reparti à la hausse avec 28 yens en plus en 2021 et donc 31 yens en plus cette année. Et le gouvernement voudrait même atteindre les 1000 yens par heure le plus tôt possible, donc voilà. Petit à petit, le salaire minimum augmente quand même un petit peu, même si c'est pas fou. Et puis surtout, comme l'inflation a été de 2% sur les 12 derniers mois, au final, le pouvoir d'achat des Japonais a baissé de 0,2% cette année. Et avec les hausses de prix qui s'enchaînent dans tous les secteurs, vraiment, on commence vraiment à le sentir, le niveau de vie de pas mal de personnes risque de continuer à baisser. Du coup, comme d'habitude, je vais me répéter, mais ça part d'un bon sentiment. Cette augmentation est évidemment bonne à prendre, on va pas cracher dessus, mais concrètement, c'est quand même loin d'être suffisant pour avoir le moindre impact sur la vie de ceux qui galèrent ou même de ceux qui ont carrément perdu leur boulot à cause des restrictions liées au Covid qu'il y a en place ici depuis plus de 2 ans maintenant. Mais heureusement, de ce côté-là, les choses sont en train de bouger un petit peu et on va peut-être pouvoir bientôt reprendre une vie normale. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, le Japon est en pleine 7e vague de Covid et le nombre de cas positifs bat régulièrement des records. Ça ne s'arrête pas de monter et le pic n'arrive toujours pas. Voilà. Mais paradoxalement, c'est justement grâce à cette explosion de cas que le Japon va peut-être devoir traiter le Covid comme les autres maladies endémiques. Alors, les maladies endémiques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les maladies avec lesquelles on vit, comme la grippe ou la gastro par exemple, et sans pour autant bloquer le pays ou fermer les frontières. Et si les choses vont peut-être changer, c'est parce que d'après Shigeru Omi, le chef du groupe de 17 experts qui conseillent le gouvernement japonais sur le Covid, les hôpitaux seraient au bord de l'effondrement. Bon, vu comme il exagère, je me demande s'il n'aurait pas des origines marseillaises un peu cachées, parce que le coût du système de santé qui est au bord de l'effondrement, ça va, ça fait 2 ans qu'on nous le sort et il a toujours tenu bon. Mais bon, c'est vrai que si ça continue comme ça, la situation risque quand même de devenir un peu compliquée
en tout cas pour certains hôpitaux. Et si on en est là, c'est non seulement parce que évidemment le virus se propage, mais c'est aussi parce que le Covid est classé officiellement comme une maladie contagieuse particulièrement dangereuse. Et du coup, les hôpitaux sont obligés de déclarer chaque cas aux autorités locales, ce qui leur prend du temps et du personnel qui pourrait être utilisé ailleurs. Genre par exemple pour soigner des malades, plutôt que pour faire des tableaux Excel avec le nom des milliers de personnes positives. En plus, à cause de cette classification, il y a seulement une petite partie des hôpitaux et des cliniques qui peuvent traiter les patients Covid. Donc, quand on entend que le taux d'occupation pour les patients Covid à Tokyo était par exemple de 54%, comme c'était d'ailleurs le cas en début de semaine, eh bien, ça ne veut pas du tout dire que 54% de tous les lits d'hôpitaux de Tokyo sont occupés par des patients Covid. Non, 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 ça veut simplement dire que 54% des lits réservés aux patients Covid dans les hôpitaux désignés pour accueillir ces patients sont occupés. Vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose et que tous les hôpitaux du pays, encore une fois, ne débordent pas de patients Covid. Et c'est justement un peu tout ça que Omisad et son comité aimeraient voir changer. Et ils ont donc appelé le gouvernement à modifier le classement du Covid et à le mettre au même niveau que la grippe saisonnière, ce qui changerait vraiment pas mal de choses. Déjà, ils recommandent de ne plus identifier les cas contacts et d'autoriser tous les hôpitaux à traiter les patients, comme pour la grippe donc par exemple. Ensuite, même s'il y a des lits disponibles, les malades qui n'ont pas de complications ne seraient pas hospitalisés d'office comme c'est encore le cas maintenant. On n'imposerait plus aux personnes positives de rester chez elles, mais évidemment, elles le feraient volontairement, comme c'est déjà le cas pour la grippe encore une fois. Alors seul petit bémol, les frais médicaux pour les soins ne seraient plus remboursés pour les cas légers. Mais de toute façon, je ne sais pas trop ce que ça couvre, parce que en général, les malades qui ont des symptômes légers ne reçoivent aucun médicament. Donc peut-être que ça couvre le test ou les médicaments pour faire baisser la fièvre, mais bon, voilà, c'est pas non plus la mort. Par contre, bien sûr, les soins seraient toujours pris en charge pour les patients gravement atteints qui nécessitent des traitements particuliers. Alors pour l'instant, malheureusement, le Premier ministre a dit qu'il ne comptait pas changer la classification de la maladie tant que le virus se répandait, mais qu'il y penserait pour plus tard. Alors, c'est complètement idiot parce qu'il faut bien reconnaître que le but de ce changement de classification, c'est justement pour éviter une surcharge des hôpitaux maintenant, au moment du pic de contagion. Voilà, une fois que la vague sera terminée, ça ne servira plus à grand chose. Enfin bon, même si c'est mis en place après la bataille, le jour où le Covid sera considéré comme la grippe, ce sera déjà ça de gagné et tout le monde pourra reprendre une activité normale, je l'espère. Et du coup, on ne sait jamais, on peut rêver, le gouvernement pourra peut-être enfin ouvrir les frontières. Voilà. Attention, il n'y a pas d'infos sur le sujet, il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais ça me semble logique. Le pays ne va pas garder ses frontières fermées pour empêcher qu'une maladie endémique comme la grippe par exemple entre sur le territoire. Voilà, ce serait complètement idiot. Bon, je sais, c'est pas la première fois que le gouvernement ferait quelque chose de complètement idiot. Mais bon, en plus, avec le nouveau variant, il y a seulement un faible pourcentage de morts. Donc voilà, on va suivre ça de près. Et en attendant, moi je vais continuer à vous parler de la mort dans notre dernier sujet de la semaine, mais cette fois pas à cause d'un virus, mais à cause d'une corde. Parce que comme vous le savez sûrement, le Japon fait partie des pays qui appliquent encore la peine de mort. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la semaine dernière, le ministre de la Justice, M. Yoshihisa Furukawa, a annoncé l'exécution par pendaison de l'homme qui avait tué 7 personnes à Akihabara en 2008. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de l'incident, mais il avait d'abord tué 3 personnes en fonçant dans la foule avec son camion. Ensuite, il était sorti tranquillement de son camion et avait poignardé et tué 4 autres passants et en avait blessé 10 autres. Et donc sans surprise, il avait été condamné à mort en 2011 et depuis, il attendait dans le couloir de la mort avec 107 autres prisonniers. Alors en théorie et d'après le code pénal, les exécutions doivent avoir lieu dans les 6 mois qui suivent la condamnation. Mais dans la réalité, ça arrive jamais et les prisonniers attendent plus ou moins longtemps. Ça peut être 1 an dans les cas les plus rapides et ça peut aller jusqu'à 19 ans et demi pour les cas les plus longs. Et en fait, on ne sait jamais pourquoi une exécution est décidée, mais une chose est sûre, c'est que les convictions et l'opinion du ministre de la Justice en poste entrent énormément en jeu, puisque c'est lui ou elle, il y a déjà eu des femmes ministres de la Justice, qui signent les ordres d'exécution. Voilà. Du coup, la fréquence des exécutions varie beaucoup d'un ministre à l'autre, et il y a même eu plusieurs ministres qui avaient annoncé la couleur d'entrée en prenant leurs fonctions, et qui avaient dit qu'ils étaient contre, et du coup, pendant leur mandat, ils avaient exécuté personne. Voilà, au final, il n'y a pas d'exécution régulièrement, vous l'aurez compris, et seulement 3 prisonniers l'ont été en 2021, mais en 2018, par exemple, il y en avait eu 15, dont le gourou de la secte Aum et 12 de ses membres pour les attaques au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Attaques qui avaient coûté la vie à 13 personnes et qui en avaient rendu des milliers d'autres malades. Alors, autre petite info sur la peine de mort au Japon, les condamnés ne sont informés de leur exécution que le matin même de leur pendaison.
Et le ministère de la Justice n'annonce les exécutions que depuis 1998, parce qu'avant, tout était fait en secret et le public ne savait même pas qu'il y avait eu des exécutions. Et c'est seulement depuis 2007 qu'en plus d'annoncer les exécutions, il donne le nom des exécutés, les crimes commis et également le lieu de l'exécution. Voilà, pour terminer avec le sujet de la peine de mort, sachez que si vous êtes contre la peine de mort et que vous espérez vraiment que le Japon l'abolisse bientôt, eh bien, comme on dit chez nous, vous pouvez compter dessus et boire de l'eau fraîche, parce que si on en croit un sondage de 2019, 80% des Japonais y étaient favorables. Donc a priori, c'est pas prêt de changer. Voilà pour ce journal un peu plus court que d'habitude je pense. Si vous avez aimé la vidéo et que ça vous a intéressé, n'oubliez pas de lâcher un like et un commentaire. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le prochain petit journal du Japon, et peut-être avant pour une autre vidéo, si j'ai le temps de la terminer d'ici là. Allez, comme je suis sympa, je vous laisse quand même avec quelques images de Legoland Japan. J'ai pas terminé de trier toutes les vidéos, donc la vidéo consacrée à Legoland et à Nagoya ne sortira pas tout de suite. Mais voilà, pour vous faire patienter, voici déjà quelques plans. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une très bonne semaine, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres vidéos.